Merci beaucoup, Monsieur le Président, et félicitations pour votre élection comme président de la Chambre. Je tiens à vous souligner tout de suite que je vais partager mon temps avec le député de Drummond. C'est un honneur pour moi de me lever en cette Chambre au nom des citoyens d'Abitibi-Témiscamingue. C'est pourquoi je veux aussi remercier les gens de ma circonscription pour la confiance qu'ils m'ont témoignée en me donnant la chance de siéger ici, et je veux leur dire que je vais défendre leurs intérêts à chaque jour. Je souhaite également souligner le travail de Marc Lemay, qui a travaillé pendant 7 ans pour les citoyens d'Abitibi-Témiscamingue. Nous avons, Monsieur le Président, moi et le gouvernement, des opinions divergentes sur le type de pays que nous voulons construire et nous le voyons dans ce budget. Mais comme nous partageons la même passion pour notre collectivité et le même engagement à servir nos concitoyens, j'espère, Madame la Présidente, que Monsieur le ministre des Finances aura l'obligeance d'écouter mon message et celui de ma collectivité. Car le 2 mai dernier, les collectivités comme la mienne n'ont pas simplement choisi une nouvelle députée. Ils ont envoyé un message clair au système politique canadien. Ils nous ont dit que nous devions changer nos vieilles manières de faire, que nous devions faire mieux. Dans ma circonscription, plus de 50 des gens ont voté pour le NPD et ceux-ci ont voté pour que les familles soient une priorité et pour que personne ne soit laissé pour compte. Ainsi, comme j'accepte humblement le mandat qu'ils m'ont confié, je ne peux dire que ce budget ne défend pas les intérêts des familles et des laissés pour compte. Ce budget place devant les intérêts des banques les plus rentables, les intérêts des grands pollueurs et les intérêts des entreprises qui envoient nos emplois à l'étranger. Jusqu'à la journée avant les élections, je travaillais dans un petit centre de santé comme infirmière clinicienne aux soins intensifs et à l'urgence. Je tiens d'ailleurs à saluer tous les travailleurs du centre de santé des services sociaux des Aurores boréales qui travaillent dur à tous les jours pour préserver ce que nous avons de plus cher, soit un système de santé public. Aussi, je joins ma voix et celle de tous les autres députés néo-démocrates pour saluer tous les travailleurs de la santé de notre pays. Ainsi, si nous prenons la mesure visant à rembourser la dette d'études des médecins et des infirmières travaillant dans les collectivités rurales et éloignées mal desservies, c'est un cadeau empoisonné que nous sert ici le ministre des Finances. Premièrement, il fait ici complètement abstraction de plusieurs autres professionnels de la santé qui se donnent sans relâche pour notre système de santé, tels que les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes, les technologues en radiologie médicale, les techniciens de laboratoire médical, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes et tous les autres professionnels que je n'ai pas nommés ici. Deuxièmement, l'offre du ministre des Finances laisse encore une fois pour compte le personnel expérimenté qui tient à bout de bras le système de santé depuis de nombreuses années et qui, à chaque jour, comptabilise un nombre incroyable d'heures supplémentaires, bien souvent obligatoires, au détriment de leur famille. Cette mesure attire les nouveaux professionnels, mais n'attire pas le personnel expérimenté dans ces communautés mal desservies qui en ont grandement besoin. Troisièmement, cette mesure risque de créer un clivage incroyable entre les communautés y ayant droit et ceux n'y ayant pas droit. Imaginez les conséquences désastreuses pour l'attrait de personnel dans un hôpital n'ayant pas droit à ce remboursement, si l'hôpital situé à 1 heure de chez lui y a droit. N'oubliez pas, mes chers collègues, que la pénurie de professionnels de la santé en est une nationale et que chaque communauté devrait avoir droit à de l'aide. Pour finir, j'aimerais dire que cette mesure n'amènera aucun nouveau médecin ou aucune nouvelle infirmière dans le système de santé. Elle ne fera que les déplacer vers des endroits, certes mal desservis, mais au détriment de plusieurs autres endroits qui ne verront en rien leur situation s'améliorer. Elle ne fera rien non plus pour contrer le nombre de professionnels de la santé qui quittent la profession complètement épuisés après quelques années de pratique. Elle ne fera rien non plus pour diminuer le long temps d'attente dans nos urgences canadiennes. Pour agir sur la santé, il faut agir sur la charge de travail incroyable auquel nos professionnels sont exposés. Ainsi, l'une des premières priorités de ce gouvernement devrait être la pauvreté. Car on le sait tous, lorsqu'on est pauvre, c'est très difficile de se maintenir en santé. Tous les organismes internationaux de la santé vous le diront, le statut socio-économique est l'un des déterminants majeurs de la santé. Dans ma circonscription, le boom minier a réussi à nous donner un souffle nouveau et j'en suis contente. Mais il a aussi contribué à l'apparition d'une crise de logement sans précédent. Ainsi, le prix des logements et des maisons a augmenté de manière phénoménale dans des villes comme Rouyn-Noranda, entraînant encore plus de pauvreté et des situations précaires pour bien des familles. De plus, cette crise a des conséquences nuisibles pour les étudiants qui peinent à se trouver un logement décent et qui va jusqu'à nuire au recrutement étudiant, collégial et universitaire à Rouyn-Noranda.
Lorsqu'on parle de pauvreté, il ne faut pas oublier les aînés de ma circonscription. Ceux-ci ont parfois de la difficulté à trouver le sommeil parce qu'ils s'inquiètent pour leur revenu de retraite et parce qu'ils n'arrivent pas plus à joindre les deux bouts alors que leur revenu n'augmente pas. Lorsque ce gouvernement nous parle d'augmenter le supplément de revenu garanti jusqu'à un seuil maximal de 600 $ annuellement pour une personne vivant seule, c'est-à-dire 50 $ par mois, il rit des aînés vivant dans la pauvreté. En 1983, lorsque je suis née, 50 $ de plus par mois, ça ne suffisait même pas pour sortir quelqu'un de la pauvreté. Alors imaginez maintenant. Ma région a aussi eu à composer avec des crises sans précédent dans le secteur forestier et agricole. J'ai parlé avec des gens de ma circonscription qui ont perdu des emplois à temps plein et qui doivent maintenant composer avec des emplois précaires sans avantages sociaux. Notons par exemple les travailleurs forestiers de Tembec ou les travailleurs agricoles des petites entreprises qui peinent à concurrencer devant les multinationales. C'est pourquoi j'aurais aimé voir dans ce budget des crédits d'impôt à la création d'emplois dans les PME qui créent de l'emploi dans ma région à la place de réduction d'impôts pour les grandes entreprises qui n'en ont pas besoin et qui viennent chez moi acheter ou détruire mes petites entreprises pour envoyer les emplois ailleurs. En terminant, j'aimerais aussi parler des peuples des Premières Nations vivant sur mon territoire. Nombreux sont ceux-ci m'ayant parlé de leurs inquiétudes concernant les soins de santé et l'éducation. D'année en année, ils subissent des coupures dans leur programme de santé et dans leur programme d'éducation postsecondaire. Il est temps que ce gouvernement rétablisse l'aide à un niveau acceptable afin qu'ils puissent s'éduquer et se maintenir en santé. Les Témiscabitibiens sont fiers de leur région et aimeraient que ce gouvernement les appuie réellement. Mais à la place, ce gouvernement a choisi les grandes industries polluantes en abandonnant ainsi les petites collectivités rurales vivant des situations critiques en ce qui a trait à leurs expansions. J'espère pouvoir compter sur la coopération de tous les députés de la Chambre pour adopter des solutions pratiques qui feront une véritable différence dans le comté d'Abitibi-Témiscamingue. Et je compte sur notre premier ministre pour respecter le mandat qui nous a été confié à nous, les députés, pour nous permettre d'accomplir notre travail au Parlement. 4,5 millions de Canadiens ont voté pour le NPD. Ils ont voté pour que soient renforcées les pensions du régime public, pour que soient améliorés les soins de santé, pour aider les familles à boucler leur budget, pour que notre économie offre de nouveaux emplois et de nouveaux débouchés. En votant ainsi, ils ont choisi une opposition officielle qui met ses priorités aux bonnes places et qui n'hésite pas à les défendre. Notre mandat est clair. Nous mettrons de l'avant des solutions pratiques pour les familles. Nous travaillerons ensemble pour obtenir des résultats qui mettront le pays sur la bonne voie. Nous nous opposerons au gouvernement quand il prendra de mauvaises décisions et ce budget en révèle plusieurs. Je suis honorée d'avoir été choisie pour servir les gens d'Abitibi-Témiscamingue et honorée de pouvoir travailler avec tous les députés de cette Chambre. Nous arrivons tous ici avec des différentes compétences et des différentes priorités. Mais nous pouvons choisir de travailler ensemble de façon constructive. Sinon, c'est des régions comme la mienne qui en paieront le prix dans ce budget. Ainsi, je tends la main à ce gouvernement pour travailler ensemble afin que ce budget serve réellement l'intérêt de tous les Canadiens et bien sûr les Témiscabitibiens. Merci beaucoup. Questions et commentaires. Questions et comments. L'honorable. Questions et commentaires. Boniface, la secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Merci, Madame la Présidente. Et j'aimerais prendre un moment pour dire bienvenue à notre nouvelle collègue ici dans la Chambre des communes. J'aimerais prendre la chance de réitérer qu'on a entendu plusieurs fois de plusieurs de nos membres du NPD qu'ils ont des affaires positives à dire par rapport à notre budget. Et j'aimerais donner la chance à notre nouvelle députée d'expliquer juste une mesure qu'elle a aimée dans la recherche et dans l'investissement de la recherche et développement. Elle peut choisir n'importe quel secteur, mais quelque chose de positif là-dedans. Merci, Madame la Présidente. L'honorable députée d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis contente de voir que le budget conservateur donne certains fonds pour la recherche dans les secteurs forestiers. Ce qui m'inquiète, c'est que souvent, les petites entreprises doivent dépenser des coûts énormes pour eux, pour réussir à avoir droit à ces argents-là. Si quelqu'un est obligé de dépenser 10 000 $ pour avoir 5 000 $, il ne va pas avancer. Donc, ce qui m'inquiète, c'est que c'est difficile d'accès pour les petites entreprises
pour elles d'avoir accès à ces fonds-là parce qu'elles sont obligées d'investir des fonds pour trouver quelqu'un pour faire les demandes pour avoir accès à ces fonds-là. Questions et commentaires. The honorable member. L'honorable député de Winnipeg-Nord. Merci. Madame la Présidente, voici la question que je veux poser à ma collègue. Si j'ai bien compris, elle a travaillé dans le secteur de la santé et j'aimerais savoir au sujet de la santé. Le Bloc avait une position qui préconisait le transfert de points d'impôt plutôt que des transferts d'argent à la province de Québec. Avez-vous une opinion personnelle à ce sujet? Qu'est-ce qui serait dans l'intérêt du Québec? L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Ce que je peux dire, c'est que dans la mesure, Madame la Présidente, du 4 000 de remboursement d'impôts qui va être du remboursement de prêts étudiants qui va être accordé aux infirmières et aux médecins de famille, puisque le Québec a déjà son propre système de prêts et bourses, ils vont être perdants avec cette mesure-là parce qu'ils ont choisi de limiter le nombre de prêts et de donner des bourses. Donc, le Québec, les infirmières québécoises vont avoir des remboursements moins élevés parce le Québec a choisi de donner des bourses à la place de favoriser l'endettement étudiant. Donc, c'est une mesure qui défavorise le Québec aussi. Questions et commentaires. The honorable member. L'honorable député de Thunder Bay Rainy River. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et moi aussi, je souhaite la bienvenue à notre collègue à la Chambre et je vous félicite, Madame la Présidente, pour votre nouveau rôle. Les gens de Thunder Bay Rainy River que je représente m'ont dit qu'il y a 3 questions pressantes à leurs yeux. Ce qui est abordable, les pensions, etc. Au sujet de la sécurité des pensions, on a beaucoup parlé de la sécurité des pensions pour les pensionnés d'entreprises en faillite. On en a beaucoup parlé à la dernière législature. Or, dans le budget, on ne parle pratiquement pas d'augmentation au RPC, par exemple, mais j'aimerais savoir ce que ma collègue a à dire à ce sujet. Il est clair pour moi que le régime des pensions doit fournir à tous les Canadiens une solution stable. Il ne faut pas qu'ils puissent vivre dans des situations précaires et il est essentiel que le gouvernement canadien agisse pour que les pensions récompensent les travailleurs canadiens qui ont travaillé dur toute leur vie. Commentaire. L'honorable député de Richmond-Tabasca. Une très, très brève question. Tout à fait, Madame la Présidente. Je vous remercie beaucoup. Je vais demander à la députée de répondre à ce à quoi elle n'a pas répondu de la part de la question de la secrétaire parlementaire. Sur une mesure positive qui est dans le budget, il y en a une qui est très, très importante pour le gouvernement du Québec et la population du Québec en général. C'est évidemment le remboursement de 2,2 milliards de dollars pour l'harmonisation des taxes. Alors, je veux savoir, elle, personnellement, qui est députée du Québec, ce qu'elle pense de cette mesure et si elle a l'intention de faire en sorte de faire approuver le budget en votant en faveur pour pouvoir, une fois pour toutes, régler ce contentieux. Je lui rappelle qu'en avril 2009, le Bloc québécois a déposé une... Alors je dois donner le temps à l'honorable député de répondre. Donc, moins de 30 secondes. Madame la Présidente, je dois dire que oui, je suis très contente de voir que la mesure pour régler le problème au niveau de la taxe de vente harmonisée du Québec, je suis très contente qu'elle soit dans le budget. Mais je considère aussi que c'était quelque chose qui était juste normal d'être dans le budget et qu'on ne peut pas appuyer un budget parce qu'il y a seulement une bonne mesure. Il y a plusieurs autres problèmes et il n'agit pas du tout contre la pauvreté. Mais effectivement, je suis très contente de voir que les conservateurs ont pensé à inclure cette mesure-là dans leur budget.